Nous allons maintenant passer au temps d'échange avec vous, avec la salle. Juste avant de vous donner la parole, quelques petites précisions. Juste vous dire que le temps qu'on va avoir là, évidemment, est contraint. On a un programme à tenir. Donc, la finalité est bien de venir questionner le travail engagé pour mieux comprendre et pour, éventuellement, on l'espère, mieux contribuer. Les réels débats de fond vont avoir lieu, bien sûr, mais ils se tiendront que trop peu aujourd'hui, pour des raisons logistiques. En revanche, ces discussions, on les souhaite, elles se tiendront dans les groupes de travail et notamment grâce à vos contributions. Passez le micro. Oui, c'est bon, je pense que... François Louis, inspecteur général honoraire de l'administration. J'ai eu la responsabilité au tournant des années 90 et 2000 de la mission de l'évaluation au sein de la DEP. Ma question sera la suivante. En écho avec l'insistance que Denis Paget a mise sur tous les élèves. D'après nos analyses sociologiques des parcours scolaires, on sait que dans notre société, dans notre pays, il y a au moins un élève sur deux qui passe une partie de son parcours dans le public, puis dans le privé ou l'inverse, puis à nouveau un aller-retour, etc. Dans ces conditions, c'est une réalité que des stratégies d'évitement de certains établissements scolaires, qu'il s'agisse du choix des familles ou qu'il s'agisse du choix d'affectation et des mutations des enseignants. Est-ce que dans la poursuite de vos travaux, vous allez prendre pleinement en considération cette réalité-là de notre société qui contredit assez largement la méritocratie républicaine? Est-ce que vous allez associer des acteurs, non seulement de l'école de la République, mais de l'autre école dans la République, associés à l'État par contrat? Voilà la question que je souhaite vous poser. Bon, je veux bien apporter quelques indications. En effet, l'histoire de la présence en France d'un enseignement privé aux côtés d'un enseignement public, elle est consubstantielle à la République française, puisque Condorcet, dans son projet de décret d'instruction publique en 1791-92, avait justement insisté pour qu'il y eût, à côté de l'enseignement public, pris en charge par l'État, une concurrence, un enseignement concurrent, de façon à ce qu'il y ait émulation et que de cette dualité, on puisse s'assurer d'une exigence de qualité. Donc c'est une histoire fort ancienne, qui est liée, encore une fois, au projet condorcétien, qui en quelque sorte est celui qui domine finalement notre histoire éducative. Alors après, effectivement, nous sommes dans un système où il existe un enseignement public et un enseignement privé sous contrat. C'est de celui-là que je parle exclusivement. Vous savez que les professeurs, puisqu'il est question aussi de la formation des professeurs et d'imaginer leur formation, les professeurs de cet enseignement passent des concours, et ces concours, qu'ils soient pour le public ou pour le privé, sont composés avec des jurys qui se prononcent sur ces candidats et qui sont composés de la même façon et présidés par des responsables des directions de jury qui sont équivalentes. Donc il y a effectivement déjà cette réalité-là. Donc il n'y a aucune raison a priori pour se priver de la contribution de gens qui travaillent, qui éduquent dans l'enseignement privé sous contrat. Ils ont évidemment toute leur place dans cette réflexion parce qu'ils sont eux aussi concernés par la question curriculaire. Merci. Voilà, j'ai été très heureux d'entendre ce matin que beaucoup d'intervenants avaient évoqué d'une façon ou d'une autre la question des liens entre l'école et ou plutôt entre le curriculum et le réchauffement climatique. C'est un thème que je travaille depuis quelque temps.
J'ai fait, vous pouvez lire un texte là-dessus dans les jalons de cette journée, et je remercie les responsables de l'avoir accepté. Dans ce texte, je me demande quels seront les effets du réchauffement climatique sur la société. Et du coup, ça m'amène à m'inscrire en faux contre l'idée que le réchauffement climatique serait, comme il est traité actuellement, seulement en quelque sorte un problème de SVT, c'est-à-dire qu'on ne prend pas en compte les répercussions de ce réchauffement sur la possibilité même de faire court, parce que si les élèves ont un niveau d'angoisse trop élevé sur l'avenir, comme le montre l'enquête internationale qui vient de sortir, alors on ne pourra pas leur faire court, tout simplement. Et donc, comprendre les effets là-dessus, comprendre les effets politiques sur les risques de violence, de montée du populisme que cela peut recéler, et du coup, imaginer comment l'école peut aider les élèves à faire face à ce confinement et à accepter la façon dont la société va y faire face et à la favoriser de façon rationnelle. Je crois que il y a plusieurs problèmes qui se posent à ce niveau-là, et je voudrais souligner qu'il ne s'agit pas simplement d'une éducation A. Dans mon esprit, ça remet en question, aux deux sens du terme, c'est-à-dire changer, s'attaquer aux conditions de possibilité de l'enseignement, et d'autre part, demander un infléchissement de l'ensemble de l'enseignement. Donc, en ces deux sens-là, ça n'est pas simplement une éducation A. Mais en même temps, c'est aussi une éducation A, puisque c'est un enseignement pragmatique, comme il a été évoqué par Régis Mallet, je crois. Il faut imaginer, à mon sens, qu'est-ce que l'école peut faire? La première chose, c'est de lutter contre le nihilisme qui ferait dire « Oh, de toute façon, c'est trop tard, embrassons-nous Folleville et montons sur nos scooters des mers. De toute façon, il n'y a rien d'autre à faire. » Donc, lutter contre ce nihilisme-là en donnant aux élèves l'amour du monde. Et à mon avis, ce n'est pas un sport dans lequel l'école française excelle, jusqu'à présent. Donc il y aurait un virage à faire prendre à ce niveau-là. J'ai écrit un bouquin où j'oppose l'école québécoise, qui est une école qui aime le monde, à l'école française, qui est une école qui doit, par fonction, le détester parce qu'il n'est pas à son niveau. Donc ça, c'est un premier point. Un deuxième point, c'est de développer des enseignements interdisciplinaires, parce que le réchauffement est un problème interdisciplinaire. Donc c'est clair que des projets pédagogiques multidisciplinaires ont leur place dans la réorientation de l'école qui me semble devoir être nécessaire. Mais c'est ce que fait l'UNESCO. L'UNESCO développe des tas de petits modules ou de projets et valorise les projets pédagogiques. L'inconvénient des projets pédagogiques, c'est que ça occupe les élèves peu de temps, à la marge de l'enseignement majeur, et donc je pense que les disciplines elles-mêmes doivent s'emparer de ce thème.
Alors, il faudrait encore beaucoup travailler, bien plus que je ne l'ai fait, mais on peut imaginer que l'histoire fasse une place à l'histoire du climat. Il y a actuellement des travaux universitaires de grande qualité sur l'histoire du climat et qui se développent évidemment de plus en plus. Il y a la littérature, parce que la littérature peut aider les élèves à expérimenter idéalement des choses qu'ils risquent de ressentir réellement plus tard. Je pense à la littérature sur les catastrophes, puisqu'on sait que le réchauffement ne prendra pas la forme d'une augmentation régulière de la température, mais d'une augmentation de catastrophes dont on voit déjà les prémices, mais même avec un réchauffement à 2 degrés, ça va augmenter. Donc, il a été souvent dit ce matin qu'il fallait sortir de la littérature française. Et effectivement, quand je pense à un ouvrage sur les inondations, je pense au Palmier sauvage de Faulkner, mais on a peu de chances de trouver les palmiers sauvages dans le programme actuel de la France. Donc il y a des choses à revoir à ce niveau-là dans l'enseignement du français autour de aider les élèves à vivre dans leur lecture le monde qu'ils risquent de rencontrer demain, et après tout, peut-être qu'il faut mieux laisser faire un peu de place à la science-fiction. Je pense à divers livres, peu importe. En maths, il faut que les élèves aient des compétences beaucoup plus grandes en calcul des probabilités, en des données qui permettent, pour aller vite, de lire les rapports du GIEC, de comprendre la différence entre un modèle et un scénario, de savoir ce que c'est qu'une marge d'erreur et de ce que c'est qu'un ordre de grandeur. En physique, chimie, SVT, alors je signale que pour la première fois, le programme de sciences de terminale de la réforme en cours du lycée fait une très grande place au réchauffement climatique et au développement durable. J'ai lu sur Internet, fait par un prof de SVT, un cours absolument remarquable là-dessus. Mais ça ne suffit pas. Bien sûr qu'il faut comprendre d'où vient le réchauffement, les formes qu'il va prendre, etc. Mais ça ne suffit pas. Donc je pense donc d'une part à tout ce qui permet de se comporter rationnellement, d'accueillir rationnellement les politiques qui sont proposées pour lutter contre le réchauffement. Et je pense aussi, alors à un deuxième grand volet qui est comment faire face au réchauffement quand il est survenu. J'en parlerai pas ici parce que, à mon avis, ça concerne surtout les pays en voie de développement qui, eux, sont déjà confrontés à la chose, et parce que je précise qu'il faut donner à cette réflexion une ampleur tout à fait mondiale, puisque le réchauffement est mondial et qu'un des problèmes que nous avons est que la gouvernance de l'éducation est purement nationale. Oui, deux mots. Merci notamment Denis Meuret pour cette intervention. Il me semble en effet que cette thématique elle doit être transversale à tous les groupes et à toute notre entreprise. Si l'on veut incarner un peu cette idée dont était en particulier porteur Denis Paget ce matin, de cette culture qui devient de plus en plus universelle aujourd'hui, parce qu'il s'agit tout simplement du salut de l'humanité, hein, et que les échéances sont extrêmement proches. Il me semble que pour le groupe numéro 2, celui sur le sens du travail, sur le sens des apprentissages pour les élèves, c'est particulièrement bienvenu.
On a aussi une approche, l'école a une approche défectologique des jeunes, mais je crois aussi la société en général. Nous pensons souvent que les jeunes sont dépolitisés parce qu'ils ne sont pas inscrits au parti politique dans lequel nous étions nous-mêmes à leur âge éventuellement. Or, nous savons par toutes sortes d'enquêtes que ce n'est pas le cas si l'on entend par politique le sens de la chose commune et des engagements qui sont peut-être pas pour la vie, mais qui sont extrêmement efficaces sur des questions qui les travaillent, et en particulier les questions du climat, peut-être en France moins qu'ailleurs, mais dont on voit bien qu'il y a un mouvement mondial de la jeunesse qui commence à se dessiner là-dessus. Ça, c'est le deuxième point. Donc, je pense que, oui, à mon avis, il serait preneur que ces choses soient abordées, et pas simplement à titre d'éducation. Et quelqu'un a abordé le cas de l'enseignement privé sous contrat tout à l'heure. Je dirais que nous avons un petit voisin à l'éducation nationale, qui est l'enseignement agricole, dans lequel ces questions de l'environnement sont posées depuis longtemps, avec des formations extrêmement construites. Et je crois que nous aurions intérêt à nous inspirer d'eux et à les faire venir. D'ailleurs, je pense que c'est quelque chose qui va se faire, parce qu'ils ont beaucoup à nous apporter en la matière. Avoir à écouter attentivement la présentation des 5 ateliers. J'avoue beaucoup d'enthousiasme sur les 2 premiers. Je suis ici, je vois qu'on ne me voit pas. Vous m'aviez déjà eu beaucoup de difficultés ce matin à me repérer. Oui, beaucoup d'enthousiasme sur les 2 premiers ateliers que j'ai trouvé particulièrement ouverts et riches d'une réflexion à poursuivre et à engager dans différentes thématiques et différentes voies dans lesquelles les enseignants peuvent aisément se retrouver, parce qu'il y a une nécessité de réfléchir aux questions de savoir, à enseigner la façon dont on les porte auprès de nos jeunes. Tant dans les thématiques 3 et 4, je perçois davantage de prescriptifs. Donc je me permets d'alerter sur la façon dont j'ai reçu les présentations, plus particulièrement sur la question de l'évaluation. Il faut articuler les propositions, en tout cas les idées, avec ce qui se joue au réel. La question de l'évaluation actuellement est percutée par des notes dites certificatives dans le cadre du lycée, avec un bac en contrôle continu. Lorsqu'on parle d'évaluation des élèves, c'est vrai qu'on parle aussi d'orientation, mais il serait peut-être plus juste de parler d'affectation, notamment sur les questions d'affectation en lycée professionnel, en seconde professionnelle, qui sont demandées par des jeunes au sortir de 3e, mais qui n'y accèdent pas, faute de place ouverte par les collectivités territoriales, et particulièrement par les conseils régionaux qui ont la main sur les cartes de formation. Donc soyons peut-être un petit peu plus ancrés dans le réel sur ces sujets, pour que les problématiques, en tout cas qui sont posées, ne s'éloignent pas des attentes des personnels et particulièrement des familles. Je rejoins ce qui a été dit à l'instant sur la question de la moyenne générale, de la question de la compensation. C'est vrai que ce sont de vraies problématiques, mais les questions de notes et d'évaluation chiffrée nous permettent aussi de parler aisément avec les familles, et je dirais avec toutes les familles. Regardons ce que sont les bulletins trimestriels lorsque les notes disparaissent, lorsque les compétences sont mises en avant. C'est de l'écrit qui n'est pas forcément accessible à tous. Ce sont des points de couleur qu'il faut décrypter, qui ne sont pas forcément les mêmes d'un établissement à l'autre. Ce n'est pas toujours simple pour les parents de rentrer dans cet implicite. La note a peut-être quelques mérites qu'il faut interroger, mais les autres dispositifs ont des limites qu'il faut aussi pointer. Je n'ai pas ressenti ça dans la présentation du thème 3, et j'ai trouvé que les bonnes pratiques dominaient un petit peu. C'était un petit peu gênant. Sur le thème 4, sur la question de la formation des enseignants, c'est vrai qu'il y a là un enjeu très fort. J'apprécie cette entrée de former les professionnels, avec l'idée d'aller bien au-delà des enseignants. On pourrait peut-être élargir aussi à la question des AESH, les accompagnants aux élèves en situation de handicap. C'est un lourd combat que nous menons actuellement au niveau des organisations syndicales avec les personnels pour reconnaître leurs droits, reconnaître un droit à la formation et un droit aussi à une titularisation pour des personnels qui sont indispensables à l'inclusion de nos jeunes en situation de handicap et à leur réussite, surtout dans un système scolaire que nous souhaitons accessible et particulièrement inclusif pour eux. Mais il y a la question de la formation. Alors peut-être, pour reprendre la formule que j'ai entendue tout à l'heure, où on nous parlait de former et recruter, j'aurais plutôt tendance à inverser. Il faut recruter et ensuite il faut former. La problématique de la formation des maîtres actuellement se pose. Les réformes qui sont proposées par le ministre sont en tout point scandaleuses, puisque les fonctionnaires stagiaires qui seront recrutés ne seront plus formés, puisqu'ils seront de nouveau en poste à temps complet devant les élèves pour leur année de stage. Donc il y a là des enjeux qui sont très forts. Ne passons pas à côté de ces objectifs. J'avais envie de réagir sur vos interventions. Déjà, merci beaucoup pour votre journée.
Je suis Catherine Urtic-Delatte, je suis ex-professeure des écoles. Je suis aujourd'hui chargée d'études au Centre Alain Savary à l'Institut français d'éducation. Mais d'un point de vue associatif, je fais partie de l'ICEM Pédagogie Freinée. Et je voudrais revenir sur les exemples qui ont été donnés, puisque finalement, les élèves sont rentrés par cette porte-là, par les 3 exemples que vous avez donnés issus du quotidien. Ce sont des exemples qu'on reconnaît bien. Et ces exemples m'ont beaucoup frappée, parce que finalement, Amady, Khalil et Cathy sont victimes de malentendus qui ne leur permettent pas de comprendre ce qui est attendu de l'école, qui ne leur permettent pas de rentrer dans les savoirs proposés. Et en même temps, ces portraits nous montrent des personnages qui se trompent, qui confondent croyances et savoirs, qui ont besoin de repères superficiels. Et il me semble qu'il s'agirait, enfin moi en tout cas ce que je recherche, c'est de changer de paradigme et de me dire ces personnes qui sont en face de moi sont porteuses de culture, porteuses de savoir et porteuses de choses à apporter. Et je crois qu'il y a sur le terrain et en dehors du terrain des associations et des praticiens qui font ça. Et par exemple, quand vous avez parlé, je me suis prise à imaginer, par exemple, que Amady soit pris en charge par une association de pédagogie sociale qui travaille au pied des tours, par exemple, comme l'association Intermède Robinson à Chimazarin, et qui pourrait lui proposer d'aller chercher dans ses réseaux sociaux où sont les croyances et où sont aussi les savoirs qui l'ont amené à avoir cette posture-là. Je pense aussi à ATD Carmonde, qui, avec les croisements des savoirs et des pratiques, aurait pu proposer aux parents de Cathy, par exemple, un groupe de pairs où on se serait penché sur l'évaluation et les parents auraient eu la possibilité de proposer un autre système d'évaluation. Je pense à l'association Enfants Famille Cité, par exemple, qui aussi propose de dire il n'y a pas que l'autorité parentale pour s'occuper d'orientation, mais peut-être qu'il y a d'autres systèmes de parenté qui existent, qui font que les oncles et les tantes ont le droit de parler sur l'orientation, ou qui font que d'autres adultes sont là. Bon, il y a énormément de pratiques comme ça qui nous disent que le savoir, il est de l'autre côté aussi. Donc voilà, je crois que pour changer des paradigmes et pour s'interroger sur les savoirs comme vous le faites de manière vraiment intéressante, il serait vraiment important d'entendre ceux qu'on n'entend pas, à savoir les élèves et leurs familles, et surtout quand ils sont de milieux populaires, et pas seulement pour comprendre ce qu'ils ne comprennent pas. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Je voudrais intervenir sur un petit point que je n'ai pas du tout abordé ce matin parce que j'attendais de faire suite à ce que diraient Régis Mallet et Jean-Pierre Véran. Mais ça manquerait si on ne s'arrêtait pas un mot là-dessus. Et en plus, ça, c'est presque une réponse à certaines des questions qui ont été posées. Il ne vous a pas échappé que notre rencontre depuis ce matin, elle est terriblement franco-française. Pour des gens qui pensent un peu à autre chose. Donc c'est une question. Même si dans la salle, et je les salue, nous avons plusieurs invités. Nous avons représentants de l'Italie, de la Chine, du Vietnam, notamment, que je salue avec amitié. Mais, bien évidemment, c'est un début. C'est un début. Et je voudrais vous dire quand même que notre manifestation d'aujourd'hui, elle est suivie par des partenaires étrangers. L'UNESCO, le Bureau international d'éducation, la conférence des ministres de l'éducation nationale de la francophonie, son secrétaire général Abderrahmane Baba Moussa nous a envoyé des vœux et qu'il m'a réitéré tout à l'heure. Je voulais lui dire, ce n'est pas des choses capitales, mais c'est intéressant de le savoir. Pourquoi ? Je crois que là-dessus, il y a des gens dans la salle qui sont aussi ou plus compétents que moi pour aller plus loin. Je crois qu'on a deux choses. 2 objectifs à ne pas louper sur l'international. Il y a d'abord que l'international, ça fait toujours du bien. Si on veut prendre la distance par rapport aux imaginaires scolaires de ce pays, on sait très bien tous les services que nous rend l'international. Non pas pour aller copier des choses, mais pour se mettre en position de liberté. Bon, ça c'est assez classique. Mais un autre point sur lequel j'ai vu des textes de Régis Mallet qui insistaient et qui me semble important. La question, ce mot qu'on a de temps en temps utilisé aujourd'hui, tout en se disant qu'il était peu acclimaté en France, à savoir le mot de curriculum. Il faut savoir d'un autre côté qu'il y a une épidémie curriculaire dans le monde. Une épidémie. Je crois que c'est sur un propos de Régis qui faisait intervenir ce substantif d'épidémie. Et naturellement, ça veut dire tout et son contraire, tout ça. Ça veut dire tout et son contraire. Mais en tout cas, je crois qu'il sera intéressant que, le temps venu, nos propres réflexions et nos propres positions, nous les situions par rapport à cet environnement international. Je veux dire, c'est pas parce que le mot n'a pas le droit de citer rue de Grenelle qu'il n'a pas le droit de citer partout ailleurs dans le monde et qu'il ne mérite pas d'être interrogé. Voilà, c'est juste ce que je voulais ajouter. Donc, je pense qu'on va clôturer là les questions.
Peut-être sur les derniers échanges que nous avons eus, on ne peut que vous inviter à contribuer de la façon avec laquelle vous avez commencé à le faire, avec des entrées différentes, en questionnant l'implication de tout le réseau associatif qui est effectivement immensément riche sur ces questions-là, en venant apporter des témoignages, des entrées par toutes les expérimentations éducatives fructueuses, efficientes qui existent sur le terrain du système éducatif français, et c'est vrai, c'est le cas. En venant questionner dans le débat contradictoire, justement, oui, mais la note, elle a des vertus. Je pense que ce sont ces contributions dont on a besoin et dont je ne peux que vous inviter à nous rejoindre.